Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Démarrage ce mardi du recensement biométrique des paramilitaires de la police nationale et de la protection civile. Comme il fallait s'y attendre, c'est l'opérateur de saisie, Weymark, qui a procédé à ce recensement. Des équipements et des matériels bureautiques pour le ministère d'État à l'économie et suivi délégué au budget. Le geste est de l'unité de coordination et d'exécution des projets à travers Parc-Shell. Et puis lancement ce mardi des 72 heures du livre au centre culturel franco-guinéen, 5e édition du genre. La cérémonie a mobilisé des personnalités guinéennes et africaines du monde artistique. Avant de développer ces titres, la CENI et certaines formations politiques se sont retrouvées ce mardi autour du cautionnement à payer pour l'organisation des élections législatives du 30 juin. Une rencontre boudée par l'opposition républicaine. La trentaine de partis politiques présents a proposé à la commission financière mise en place à cet effet la somme allant d'1 à 3 millions de francs guinéens pour l'une nominale, 200 à 300 000 pour la proportionnelle et d'1 à 3 milliards de francs guinéens pour le plafonnement en ce qui concerne la campagne électorale. Comme rendu, Mamadi Kamisoko. Donner de la chance aux différentes formations politiques, ne serait-ce qu'une fois, de participer à une élection nationale, c'est la principale demande formulée par les partis politiques présents à cette rencontre avec la CENI. Et les montants proposés au compte des élections législatives du 30 juin sont édifiants. Pour la participation active des différents partis politiques légalement institués en République de Guinée, nous a permis de demander à la commission de proposer cette fois-ci pour ce qui concerne la caution pour la participation des candidats un montant raisonnable. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons proposé pour l'uninominal par candidat, nous avons proposé 2 500 000 francs par candidat et la proportionnelle, je veux parler de la liste nationale, nous avons proposé 200 000 francs par candidat. Au niveau du plafonnement, nous avons estimé un montant de 3 milliards. Les propositions faites peut-être seront abordables parce qu'en prenant 250 000 francs par personne à la proportionnelle et en prenant 1,5 million par uninominal, je crois que cela est abordable. Si cela doit être respecté. Des montants qui ne sont qu'une proposition puisque le dernier mot revient au président de la CENI. Nous avons eu à travailler par commission et les commissions ont fait des propositions. La moyenne qui a été proposée par les partis politiques se situe dans l'ordre d'1 million ou 1 million plus. Pour le plafonnement, 1 milliard 5. Donc, dans cette fourchette, que nous allons présenter notre rapport au président de la CENI, qui en définitive doit prendre la décision. Au cours de cette rencontre, les partis politiques réunis au sein de l'opposition républicaine ont brillé par leur absence. Toujours dans l'actualité politique, les autorités de Conakry autorisent la marche du jeudi 25 avril des membres de l'opposition républicaine. Contrairement à l'itinéraire Matoto-Pont du 8 novembre, le gouverneur a proposé aux organisateurs l'axe Bambeto-Esplanade du stade du 28 septembre. Dans une déclaration ce mardi, Sékou Resco Camara a invité les populations au calme et à la retenue. On l'écoute au micro de Mamadi Kamisoko. Population de Conakry, citoyennes et citoyens, les partis politiques de l'opposition et regroupés au sein de l'ADP, du collectif du CDR et du FDP ont adressé une déclaration de manifestation sous forme de marche pacifique le jeudi 25 avril 2013. Cette marche pacifique est autorisée en respect de la Constitution et des lois, mais sur l'itinéraire point de départ, rond-point Bambeto, passant par le rond-point Amdanlay, rond-point Bellevue, Dixine Mosquée, pour l'esplanade du stade du 28 septembre, fin de la marche. J'invite les organisateurs à prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement de la dite marche pacifique. Je demande aux populations de la ville de Conakry
d'observer le calme et la sérénité habituels durant cette journée de marche. Vive la démocratie et l'état de droit, vive la paix et l'unité nationale. Des propos recueillis par Mamadi Kamisoko, je vous le disais au début, lancement ce matin du recensement biométrique des paramilitaires de la police nationale et de la protection civile du ministère de la Sécurité. C'est l'opérateur de saisie OAMAC qui procède à ce recensement. C'était en présence des ministres de la Sécurité et de la fonction publique, comme rendu à Diratoba. Ce recensement biométrique des paramilitaires de la police et de la protection civile fait suite à l'étude faite en 2012 à travers le pays sur la situation du personnel, des infrastructures et autres problèmes liés à la criminalité, à la cohabitation de ces agents de maintien d'ordre avec la population. Il n'y avait aucune gestion fiable, valable des carrières des fonctionnaires de l'administration publique. Et c'est ce que le gouvernement veut corriger en essayant d'avoir un fichier propre, non seulement au niveau des effectifs, et par la suite au niveau de la masse salariale. Et c'est l'objectif du recensement biométrique. Ce n'est pas du tout une chasse aux sorcières. Le constat qui a été fait, non seulement en quantité, la police était très mal servie, mais en qualité également, il faut le dire. Un recensement qui va permettre au ministère de la Sécurité de prendre un nouveau départ. Mon département attend beaucoup de ce recensement, puisque nous sommes en réforme. Cette réforme a d'abord pour objectif le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la police et de la protection civile, le renforcement des capacités opérationnelles, mais aussi et surtout le renforcement des effectifs. Le comité technique sectoriel de réforme de la police et de la protection civile, dans toutes ses notes, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme auprès du ministre de la Sécurité, auprès du gouvernement, quant à la faiblesse des effectifs et à permettre à la police d'être au devant de la lutte contre la criminalité et du maintien d'ordre. La collecte et le traitement des informations sur les paramilitaires de la police et de la protection civile permettront de suivre leur carrière à travers le pays. Sur un autre plan, remise d'un important lot d'équipements et de mobilier bureautique au service relevant du ministère d'État de l'économie et celui délégué au budget, c'est un geste de l'unité de coordination et d'exécution des projets à travers le projet Parc-Gel. Il est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 12 millions de dollars américains. Le point avec Fanta Condé. Le projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière Parc-GEF est un projet qui a pour objectif de créer les conditions d'une meilleure gestion des finances publiques et une meilleure gouvernance des secteurs productifs et extractifs. C'est dans cette optique qu'il a mis à la disposition de la Direction nationale des impôts, celle du plan et le ministère délégué au budget des équipements et mobilier bureautique. La démarche vise à appuyer ces services dans le cadre du renforcement de leurs capacités opérationnelles et ce afin qu'ils puissent mener à bien leur mission. Nous tenons à remercier une fois de plus la Banque africaine de développement et le PACGEF pour l'attention toute particulière que chacun d'eux a eu à accorder à ce projet pour que ça soit un projet effectif. Enfin, je voudrais certifier à toutes les autorités présentes ici que les biens mis à la disposition de la Direction nationale des impôts, que ces biens seront utilisés à bon escient. Là-bas, n'a pas que ce projet-là, il y a d'autres projets. Et il y a un projet d'appui à la gouvernance économique qui est en train de se préparer. Et je pense que ce projet-là aussi contribuera à renforcer les capacités de notre administration. Je voudrais demander à la Direction nationale des impôts d'utiliser les équipements de manière efficiente, de les conserver. Le Parc-GEF est un projet financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 12 millions de dollars américains. Il s'agit de former les ressources humaines à être plus efficaces. C'est aussi une manière de mettre à la disposition des services chargés des finances les outils nécessaires pour une meilleure gestion de l'administration publique moderne. Nous sommes très heureux en recevant cette aide. Je souhaite alors que, comme il l'a dit mon directeur, que les services déconcentrés puissent bénéficier, parce qu'ils vivent
dans des conditions difficiles. Je tiens à remercier la BAD à travers le parc Joseph et qui se rassure que nous sommes vraiment conscients et très reconnaissants vis-à-vis de la BAD. Tout ce qu'il a fait en Guinée. Après la remise des équipements, l'UCEP qui exécute ce projet en compagnie de la mission de la BAD a visité les locaux du ministère délégué au budget où les mobiliers ont été déjà installés dans les bureaux. À noter qu'une partie de ces mobiliers de bureaux seront distribués aux structures déconcentrées et décentralisées de l'intérieur du pays. Autre fait marquant de l'actualité, la commune de Kaloum a tenu ce mardi sa session budgétaire pour l'exercice 2013 en présence des représentants du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui du gouverneur de la ville de Conakry au palais du peuple. Comme rendu, Aminata Djountou Diallo. Plus de 10 milliards de francs guinéens, c'est le montant arrêté à cette session budgétaire pour l'exercice 2013. Un montant qui s'équilibre en recettes et en dépenses et qui se répartit comme suit. 7 milliards 552 millions 284 845 francs pour l'investissement et 2 milliards 844 millions 245 756 francs pour le fonctionnement. Après analyse et évaluation de l'exercice 2012, des projections ont été faites pour 2013 afin d'offrir un meilleur cadre de vie aux citoyens de Kaloum. Une ambition louable, qui est celle du plan de développement local qui pointe à l'horizon. Donc ce plan de développement local nous permet de nous projeter dans le futur avec assorti de plans annuels de développement ou bien d'investissement et que tous les services, n'est-ce pas, devant nous apporter ces ressources indispensables à l'équilibre et au développement socio-économique de Kaloum soient, n'est-ce pas, contrôlés du début jusqu'à la fin. Pour la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, depuis l'arrivée de son équipe à la tête de cette commune, il y a eu des réalisations significatives, même si des faiblesses ont été observées, des faiblesses dues au mépris et au non-respect du code des collectivités. L'assainissement quotidien de la commune, rénovation et équipement des centres de santé de Boulbiné et de Koulowondi sur le budget communal, mise en place du cercle d'innovation, la signature du contrat de partenariat avec le projet Faisons Ensemble, l'assistance à la rénovation de la maison des jeunes à Sandravalia, octroi de 200 chaises à la maison des jeunes de Kassa et de Fotoba, sensibilisation des populations de Kaloum pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation, etc. Le représentant du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation estime que cette activité s'inscrit dans le cadre de la gestion transparente d'une collectivité locale. La tenue devant l'ensemble des acteurs de la commune de la session budgétaire, cela est un indicateur fiable de la transparence, de la redevabilité et de la légalité. 3 critères qui caractérisent et consacre la libre administration des collectivités locales. L'occasion a été aussi mise à profit pour exhorter les autorités communales de travailler en synergie pour promouvoir la paix et la quiétude afin de véhiculer une image positive pour la réalisation efficace du programme du président de la République. Sur le plan culturel, le lancement des 72 heures du livre a eu lieu au Centre culturel franco-guinéen ce mardi, organisé par l'Armoton Guinée en collaboration avec l'ambassade de France et le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Cette 5e édition a connu une forte mobilisation des personnalités guinéennes et africaines du monde artistique et culturel, avec comme thème choisi les mots au service de la paix. Les participants ont largement exposé sur le rôle de l'écrivain et l'utilité de la lecture. Diao Bachir. Ce lancement des 72 heures du livre dans sa 5e édition a connu une forte mobilisation des personnalités du monde artistique et culturel venues de tous les pays africains. Des éditeurs, des écrivains, des libraires ou encore des hommes du théâtre se sont donné rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen pour exprimer d'abord la valeur africaine dans le maintien de la paix à travers la lecture, son apport dans le cadre de la réconciliation et de la stabilité, comme pour dire que le thème choisi cette année par l'Armatan Guinée, les mots au service de la paix, cadre parfaitement aux réalités sociopolitiques actuelles de la Guinée. Les initiateurs de cet événement ont eu raison de l'étendre à 72 heures pour l'adapter à la situation de notre pays et pour combler le retard accusé par la Guinée dans le domaine du livre
de la lecture et de l'écriture. Convaincre les Guinéens que le livre, support culturel et éducatif par excellence, a bel et bien sa place en République de Guinée. Ouagadougou a le cinéma, Bamako a la photo, la Côte d'Ivoire a la musique, Dakar a la mode. D'autres capitales africaines ont des événements. La Guinée, à partir de cet instant, sera la capitale du livre en Afrique. La Guinée se tourne désormais au service du livre. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, tout en félicitant et en encourageant les organisateurs de l'événement, exprime le soutien de son département pour le rayonnement de la culture africaine de Guinée à travers le livre, donc de la lecture. En plaçant cette 5e édition des 72 heures du livre sous le thème « Les mots au service de la paix », l'Armatan Guinée, notre principal partenaire, traduit sa volonté de contribuer efficacement au développement du pays. Le représentant de l'UNESCO en Guinée et l'ambassadeur de France mesurent à sa juste valeur la tenue d'un tel événement en République de Guinée. Les livres sont nos alliés pour diffuser l'éducation, les sciences, la culture partout dans le monde. Les mots au service de la paix. C'est choisi avec ce thème une belle ambition. Faire appel aux mots de la paix, MOTS, contre les mots de la guerre et de la violence, MAUX. C'est une belle ambition, c'est un signe d'audace. Un poème déclamé par Djenab Koumantio Diallo, des sketchs joués parlant de la paix, de l'unité nationale, de la concorde et de la réconciliation, de l'importance du livre ont ponctué cette première journée des 72 heures du livre. L'objectif est de transformer la Guinée en une véritable plaque tournante du livre dans la sous-région. Et puis Harry Lopez est enfin à Conakry. Le célèbre écrivain diplomate est arrivé ce mardi. Une visite en Guinée qui se situe dans le cadre de l'organisation des 72 heures du livre. La communauté guinéenne et congolaise de son pays d'origine étaient tous mobilisés à l'aéroport international Conakry-Bessia pour l'accueillir. Saran Kamara. C'est dans une ambiance festive que Henri Lopez, écrivain et diplomate congolais, a atterri sur le sol guinéen à bord du régulier Air France. Reçu par le directeur de l'Armatan Guinée et le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le parrain des 72 heures du livre n'a pas caché sa joie d'être à Conakry. Je suis très heureux de me trouver en Guinée, je suis très touché de l'accueil. Je ne suis pas venu à Conakry depuis 1973. Je suis sûr que je ne vais pas me trouver étranger, même si je ne parle pas ni le malinké, ni le peul. Je suis heureux de me trouver là et j'ai hâte de me retrouver avec les écrivains. Considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne, le diplomate congolais en poste à Paris compte apporter une touche aux 72 heures du livre. Le monde entier a perdu l'habitude de la lecture. Et je dis souvent qu'on risque de se trouver dans un monde où il y aura bientôt plus d'écrivains que de lecteurs. Donc, tout ce qui est fait pour la promotion du livre, et notamment en Afrique, doit être soutenu, appuyé. Cet événement réunit les lecteurs et professionnels du livre. Il devrait inciter davantage les uns et les autres à prendre goût à la lecture. Page culture toujours en prélude de 3e carnaval de Conakry prévu samedi prochain. La structure organisatrice Mass Production a conféré ce mardi avec les artistes guinéens au Musée national de Sandarvalia. Objectif, prendre des dispositions adéquates pour donner à cet événement un cachet particulier. Et la Jouma Khabaré. Il s'agit pour ce carnaval de Conakry de mettre en exergue toutes les potentialités artistiques et culturelles de la Guinée. Pour cela, la structure organisatrice, pour donner un éclat particulier à ce rendez-vous, entend associer tout le monde. Mass Production rassure que le professionnalisme sera le centre d'intérêt de ce 3e carnaval de Conakry. Jusqu'en 1984, la jeunesse guinéenne avait une certaine culture du carnaval. Mais après ces années, malheureusement, on a sombré parce que simplement on a renoncé à notre culture. Donc c'est une manière pour nous de faire revenir ces pratiques-là qui ont fait autrefois la grandeur de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous voulons associer tout le monde pour la réussite du carnaval. Pour mieux réussir cette 3e édition, toutes les tâches sont réparties autour de 14 thématiques envisagées. 14 thèmes répartis comme suit. Il y a d'abord les croyances anciennes africaines. Au plan national, j'ai choisi le Ouagadougou Bida. Le Ouagadougou Bida,
c'est le serpent protecteur de l'empire de l'empire de Ghana, et qui était également considéré comme le protecteur de la capitale de Ghana. À l'époque, c'était Kumbi Salé. La deuxième croyance, qui est du niveau national, c'est le Kunkure Bamba. Le Kunkure Bamba était considéré avant comme une croyance très répandue en Guinée. On donnait des filles en offrande, la plus belle, et toujours la Vierge. La directrice de la dite structure lance un appel pour la forte mobilisation de tout un chacun pour une parfaite réussite de ce carnaval où toutes les valeurs artistiques et culturelles des 4 régions naturelles seront représentées. C'est la mobilisation de tout le monde, de toutes les troupes artistiques et culturelles des 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi des régions environnantes comme Dubreka et Koya. Nous avons dit que ce carnaval, c'est une fête populaire. C'est Conakry raconté à travers une fête d'un après-midi. Donc il faut que chacun participe, il faut que chacun y apporte sa petite contribution. Prévu pour le 27 avril prochain, ce carnaval est une fête populaire, une contribution au développement socio-économique de la Guinée. Pour boucler cette page nationale, la société de téléphonie mobile Celcom Guinée a procédé ce mardi à son 4e tirage de sa campagne de moto. Cet abonné de Conakry de l'intérieur du pays en ont été les heureux gagnants. Comme rendu, Nagvek Roma. Apporter plus à ses abonnés, tel est le souci de la société de téléphonie mobile Celcom Guinée. C'est dans cette optique qu'elle continue sa campagne de moto. Ce mardi, des motos ont été gagnées par les abonnés de la société à la suite d'un tirage au sort. Un tirage placé sous le contrôle d'un huissier de justice. Nous avons nos 7 gagnants de la semaine. On les a eu un peu partout en Guinée. Il s'agit donc de Mme Fatmata Binta Diallo, qui nous a répondu de Fria, M. Abdul Karim Djoubate, qui nous a répondu de Kindia, M. Diallo Abdourahman, qui nous a répondu de Pita, M. Diallo Aliou, qui nous a répondu de Sangaredi, M. Asmiou Diallo, étudiant sortant. Nous avons Mlle Zenab Silla, qui nous a répondu de Conakry, et enfin M. Alseni Kamara, qui nous a répondu de Dubreka. Au cours de ce tirage, les bénéficiaires résidant à Conakry se sont présentés et ont tout de suite reçu leur moto. Toute ma vie, on ne m'a jamais appelé pour dire que tu as gagné ou c'est comme ça ou c'est comme ça. Franchement, aujourd'hui, je vous crois et je vous remercie, vous tous. Franchement, je suis vraiment contente, je suis débordée même. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici à l'après-midi. Pour un début, je ne croyais pas, mais au fur et à mesure, vu qu'il y a 650 millions qui ont été offerts par Celcom, ce n'est pas une moto qu'ils ne pourront pas offrir aux gens. Pour participer à ce tirage, Maître Jura explique. Il faut être un abonné Celcom, avoir cumulé au moins 10 000 francs de crédit la semaine et automatiquement on est enregistré. Une fois l'enregistrement fait et au tirage là, on va donc tirer les numéros d'enregistrement des personnes. Une fois que la personne a été tirée, on l'appelle et il faut impérativement que la personne décroche. Si au bout de 3 tentatives, la personne ne décroche pas, on invalide le tirage et on passe à un autre tirage. Le prochain tirage est prévu le mardi 30 avril prochain. La France n'a reçu aucune revendication, information livrée par le Premier ministre français après l'attaque perpétrée contre la représentation française en Libye. Un Premier ministre qui parle d'une atteinte très grave aux intérêts tricolores et qui a dépêché le ministre des Affaires étrangères. C'est un attentat à la voiture piégée qui a blessé 2 gendarmes et littéralement soufflé le bâtiment. Reportage. Les images qui nous parviennent de Tripoli laissent deviner la puissance de l'explosion. La villa de 2 étages qui abritait l'ambassade de France est fortement endommagée. Un des murs d'enceinte a même été détruit. 2 gendarmes français chargés de la protection des lieux sont blessés, l'un d'entre eux grièvement. L'explosion a eu lieu ce matin vers 7 heures. La déflagration a été très forte. Elle a tout dévasté. Un attentat qui aurait pu tourner au carnage. Le personnel n'avait pas encore investi les lieux. C'est une voiture piégée qui est à l'origine de l'attentat. C'est la première fois que la France est visée ici en Libye depuis la révolte de 2011 et la chute du dictateur Kadhafi. C'est un attentat qui vise non seulement la France, mais l'ensemble des pays
qui lutte contre les groupes terroristes. Je vais me rendre immédiatement en Libye. Je me rendrai immédiatement au chevet des gendarmes, bien sûr. Le président François Hollande a demandé au pouvoir libyen que toute la lumière soit faite sur cet acte terroriste qui pour l'heure n'est pas revendiqué. Les autorités libyennes ont commencé les investigations. Elles annoncent la formation d'une commission franco-libyenne pour enquêter. Un pouvoir qui se construit sur les débris d'une révolution récente, ayant laissé dans le pays de nombreuses milices armées et une grande insécurité. Une insécurité plutôt concentrée jusque-là à Benghazi dans l'Est, où attentats et assassinats ont conduit de nombreux Occidentaux à quitter la ville. En septembre dernier, le consulat des États-Unis avait été visé, un attentat qui avait tué l'ambassadeur et 3 autres Américains. Pour certains, ce n'est qu'une avancée logique de la société, mais d'autres évoquent déjà un vote historique en France. C'était il y a quelques heures à l'Assemblée nationale française. Suivez. Pour 331 contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Au Pakistan, Musharraf, rattrapé par l'affaire Bhutto, assigné à résidence, l'ancien président pakistanais a comparu pour la première fois pour son rôle présumé dans le meurtre de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto a été assassiné en 2007, un crime qui avait traumatisé tout le pays et qui reste impuni à ce jour, d'où le climat de tension à l'ouverture d'un procès qu'on peut qualifier d'emblématique. Reportage. Impossible d'apercevoir Pervez Musharraf derrière les vitres fumées de sa voiture blindée. L'ex-président pakistanais comparait pour la première fois pour le meurtre de Benazir Bhutto, l'ex-premier ministre, morte dans un attentat. C'était il y a plus de 6 ans et depuis, personne n'a été condamné. Le nom de Pervez Musharraf avait déjà été évoqué à maintes reprises, mais son avocat attend toujours les preuves. Le dossier de l'accusation tourne autour de preuves circonstancielles. Mais quelles preuves circonstancielles? Tout cela flotte en plein mystère. Par ailleurs, autre fait troublant dans cette affaire, avant sa mort, Benazir Bhutto avait reconnu avoir des doutes à propos des 4 personnes. Alors pourquoi l'investigation s'occupe seulement de Pervez Musharraf? L'audience du jour n'était que formelle. Pervez Musharraf s'est juste entretenu avec ses avocats. Pour autant, un important service de sécurité a été déployé. De nombreux manifestants hostiles à l'ancien président ont fait le siège du tribunal. Depuis son retour fin mars au Pakistan après 4 ans d'exil, Pervez Musharraf voit ses ennuis judiciaires s'accumuler. Outre le dossier de l'attentat contre Benazir Bhutto, il est aussi suspecté d'être impliqué dans le meurtre d'un chef indépendantiste. Des plaintes ont également été déposées contre lui pour corruption et haute trahison. Dès la fin de l'audience, Pervez Musharraf a dû regagner sa résidence surveillée. Samedi, le tribunal pakistanais a prolongé de 2 semaines sa détention provisoire. Toujours dans l'actualité internationale, le Canada a déjoué un complot terroriste. La police fédérale canadienne a interpellé 2 hommes. Ils seraient liés à Al-Qaïda en Iran. D'après les enquêteurs, ils envisageaient de faire dérailler la ligne ferroviaire New York-Toronto. Reportage. C'est l'un des 2 terroristes présumés arrêtés par les autorités canadiennes il y a quelques heures. Selon les enquêteurs, Chiab Essegayer, 30 ans, et Raed Jazer, 35 ans, avaient le projet de mener une attaque contre un train de passagers. C'est la ligne très fréquentée entre Toronto et New York qui aurait été ciblée par les terroristes. Grâce à une surveillance mise en place depuis cet été, la police dit avoir déjoué le plan des 2 hommes. Les 2 hommes recevaient du soutien d'une cellule d'Al-Qaïda localisée en Iran. L'Iran a aussitôt réagi en qualifiant ces informations de ridicules. Selon Téhéran, Al-Qaïda n'aurait aucun point d'appui dans le pays. Quant au profil des 2 terroristes, peu d'informations filtrent pour le moment. Selon la presse, Chiab Essegayer serait tunisien, étudiant au Canada depuis 2008. Quant à Raed Jazer, il s'agirait d'un Palestinien possédant le statut de résident permanent au Canada. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.